Avant de commencer, je viens tout juste de me rappeler que ça fait un an, jour pour jour, que je fais des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai réalisé plus de 153 vidéos, c'est énorme. J'ai accumulé plus de 100 322 511 vues sur ma chaîne, vidéos courtes et vidéos longues inclus. Et j'ai plus de 1760 abonnés. C'est pas mal. Donc, personnellement, je suis très content des résultats de cette année. J'ai pu aider beaucoup d'élèves, disons pas mal, une bonne vingtaine, trentaine à réussir les examens, sans compter tous ceux qui ont pu s'améliorer en maths grâce à ma chaîne et qui ont profité ou qui ont aimé mes shorts et les musiques qu'il y avait dans mes shorts. Donc, pour mon anniversaire, je me fais plaisir. C'est pas mon anniversaire, mais l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Je me fais plaisir avec une vidéo en physique. C'est vraiment un sujet que j'aime bien en physique parce que c'est un thème qui revient très souvent à l'expérimentarium de physique. Donc, la question est la suivante. Tu as une balle avec une masse m qui est située à un point, disons un point zéro. Et tu te demandes à quelle vitesse est-ce que cet objet va arriver à un point h. Donc, quelle est la vitesse de chute dans la vitesse finale d'un objet qui se déplace sur une distance h. Donc, c'est juste un problème de cinématique. Donc, est-ce que c'est du MRU ou du MRUA? Bon, forcément, c'est du MRUA parce que je dois préciser que c'est un corps en chute libre. Donc, c'est dans un champ gravitationnel. Bon, je dois peut-être aussi préciser ça parce que ça peut être sur Mars ou dans l'espace ou je ne sais où. Donc, ici, il y a l'accélération gravitationnelle. Pourquoi ça dessine aussi mal? Non, donc ici, on l'avait compris, il y a l'accélération gravitationnelle. Bon, comment est-ce que je peux trouver ça? Je peux voir ça d'un point de vue cinématique. Donc, je rappelle les équations de la cinématique, mon équation de MRUA complet. Je peux écrire la vitesse en fonction de l'accélération. Donc, c'est assez simple à comprendre. La vitesse d'un corps au temps t, c'est la vitesse que le corps avait au début, dans V0, plus l'accumulation en vitesse qu'il a eue. Et l'accumulation en vitesse est traduite comme l'accélération fois le temps. Parce que l'accélération, c'est le taux d'accroissement de la vitesse par unité de temps. Donc, si tu veux connaître quel est le gain de vitesse que j'ai eu, tu fais juste l'accélération fois la vitesse. Ici, qu'est-ce qui fait accélérer notre balle? C'est l'accélération gravitationnelle. Et si je suppose que, non, si je dis que la balle était au repos au début, donc c'est comme si tu lâchais une balle, au début de son mouvement, la balle est au repos. Du coup, je vais supposer que V0 est égal à 0. Donc, je vais supprimer V0. Donc, je supprime V0, j'ai juste V qui est égal à A fois T. Qu'est-ce qui me reste à rajouter? Donc ici, je ne connais pas le temps. Moi, j'aimerais avoir la vitesse. Donc, si je n'ai pas précisé, j'aimerais avoir la vitesse en fonction minimum de la position et du G. Donc ici, ce que je ne connais pas, c'est le temps. Comment est-ce que je peux retrouver le temps? Donc, pour retrouver le temps, je dois faire appel à une autre équation de la cinématique, d'une autre équation des mouvements MRUA. Donc, c'est la deuxième information que je connais, c'est la position. Je sais qu'à cet instant-ci, la position x est égale à h. Donc, je me demande quelle est la formule de la position en MRU 1. Donc, la position d'un corps est donnée par la position initiale qu'elle avait au début, plus l'accumulation de distance qu'elle a gagnée due à un déplacement en vitesse. Donc, si un objet a une vitesse constante v0 et qu'elle se déplace, avec cette vitesse, elle va gagner en distance. Et le gain de cette vitesse, le gain en déplacement, c'est juste V0 fois T. Mais si en plus de cela, elle accélère, elle va gagner encore une autre contribution en plus venant de l'accélération qui va valoir 1 demi de AT carré. Bon, pour les mathématiciens, il suffit en fait juste de quitter de ça et de faire une intégrale. Donc, si tu quittes de ça et tu intègres par rapport au temps, donc ceux qui savent déjà intégrer, j'écris très mal avec ma souris. Là, je vais écrire en DT. Intègre par rapport au temps. Et si tu peux mettre des bornes, tu peux dire que tu intègres de V0 à V de T, mais tu peux juste dire en fait que tu rajoutes une constante. Le X0 c'est une constante. Intégrer V0 par rapport à T, ça fait V0 T. Intégrer AT, ça fait AT au carré divisé par 1 demi. Pour ceux qui savent intégrer, vous voyez d'où vient cette formule. Ceux qui ne savent pas intégrer, bon, on vous la donne juste comme ça. On ne vous dit pas pourquoi il y a le 1 demi ici. Donc, qu'est-ce que je sais par rapport à cette équation-ci? Je sais que l'objet a commencé avec une position nulle, donc x0, 0, ça tend vers 0. La vitesse
On avait déjà dit que la vitesse elle était nulle. Donc le V0 ici, ça tombe. Le V0 ici, ça tombe. Et l'accélération vaut G. Et la position à laquelle je me trouve vaut H. Donc je remplace ça par 0, X par H et A par G. Donc j'obtiens H qui vaut 1 demi de GTK. Puisque ici le G, j'ai pris G positif parce que ça descend, ça tombe dans le même sens que l'accélération gravitationnelle. Donc je peux isoler T rapidement. Je trouve que T vaut racine carrée de 2 H divisé par G. Je peux remplacer ce T dans ma formule de départ. Donc j'ai A équivalent G fois T qui vaut racine de H sur G. Si tu fais un peu d'algèbre ou de maths, tu vas retrouver que la vitesse c'est racine carrée de 2GH. Ce résultat est hyper important parce que là on comprend directement que la vitesse finale comme l'objet A quand il tombe à une hauteur H, pas forcément au sol, hein, c'est une hauteur H quelconque dans sa chute, elle ne dépend pas du tout de sa masse. En d'autres termes, tous les corps tombent avec une même accélération et même plus général avec une même vitesse. Donc la vitesse de chute ou l'accélération de chute ne dépend pas de la masse. Si je ne prends pas en compte les propriétés internes du matériau, si je néglige les forces de frottement, je néglige la poussée d'Archimède, je néglige toutes les forces à part la pesanteur, tous les corps tombent à une même vitesse en réalité, même accélération. L'accélération c'est G et la vitesse à une position donnée vaut racine carrée de 2GH. La vitesse n'est pas constante bien sûr parce qu'elle accélère, donc je dis la vitesse à une position donnée H va valoir ça. Mais il y a une façon beaucoup plus simple de résoudre ça. Donc on pouvait regarder le problème de notre point de vue, plus trop d'un point de vue cinématique, mais d'un point de vue énergétique. J'aurais pu me demander quelle est l'énergie d'un corps M à une hauteur H au repos. Cette énergie est connue sous le nom d'énergie potentielle. L'énergie potentielle d'un corps dans l'espace gravitationnel vaut mgh. Donc ce corps à ce point-ci a une énergie potentielle mgh. Et quand le corps chute, cette énergie potentielle est progressivement transformée en énergie cinétique. Ça veut dire qu'à chaque point, l'énergie potentielle que j'ai et l'énergie potentielle que j'avais à mon point de départ. Donc c'est pas vraiment H, mais c'est un delta H en fait. Donc c'est plutôt le déplacement que j'ai obtenu. Et si je mets H parce que j'ai commencé à 0, mais si c'est par exemple, supposons, parce que je vais être assez général, supposons que je commençais à H1 et que ici j'étais à H2, bah ici je n'aurais j'ai 2, ça c'est maintenant. Ici je n'aurais pas H, mais j'aurais delta H qui est H1 moins HT. Et pareil pour la position X0, ça ne devait pas être X0, mais ça devait être H1 et H2. Donc, tu comprends un peu le truc. Donc, c'est l'énergie que tu accumules par rapport à la hauteur où tu te situes dans un champ gravitationnel. Maintenant, l'énergie, c'est vraiment une énergie de référence. Non, c'est une énergie que tu as par rapport à une autre distance, tu vois. C'est pour ça qu'ici, c'est delta H, c'est l'énergie que j'ai par rapport à quoi? Donc, c'est l'énergie que j'ai au point H1 par rapport à HT. Donc, c'est toujours une énergie où tu fixes un point de départ, tu regardes l'énergie par rapport à ce point-ci. C'est souvent assez important, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on se perd assez souvent sur la notion d'énergie potentielle. Ensuite, on a la deuxième forme d'énergie qui s'appelle l'énergie cinétique. C'est l'énergie qu'un objet a quand il est en mouvement. Donc, si l'objet a une énergie cinétique, elle vient forcément de quelque part. Et elle vient de son énergie potentielle. On appelle ça en fait la conservation de l'énergie. On dit que l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle si l'énergie est conservée. Et si l'énergie est conservée parce qu'il n'y a pas de force de frottement, donc je n'ai pas pris en compte le frottement de l'air, il n'y a pas de poussée d'Archimède, donc la poussée d'Archimède ne va pas exercer un travail sur ma balle, donc je sais que toute l'énergie potentielle que j'ai va se transformer progressivement en énergie cinétique. Et cette transformation-là, comme je dis progressivement, bah, il y a un rythme à laquelle l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Et c'est en fait ça qui va décrire en fait à quel point son objet tombe très vite. Donc, si vous regardez par exemple sur ma chaîne YouTube, il y a le truc qu'on appelle le bachistochrone, la courbe bachistochrone, où tu as une pente, une ligne droite et tu as une courbe, tu demandes quel est l'objet qui arrive le plus vite. Donc, si je peux un peu schématiser ça, je bavade beaucoup, hein, mais désolé.
C'est vraiment un truc qui... j'ai passé toute l'année à expliquer ça à des élèves secondaires. Donc là, tu as genre deux courbes comme ça. Là, tu as une balle, tu as deux billes. J'ai fait ça plusieurs fois à l'expérimental. Je ne vous dis pas à quel point ça me torture l'esprit. Et là, tu as la bille qui avance comme ça. Tu as celle-ci qui avance comme ça. Les deux ont la même masse, ils commencent au même point, ils arrivent au même point. Tu te demandes laquelle des deux va arriver en premier. Alors, je te laisse un peu réfléchir là-dessus. Là, tu as deux billes, même masse, identique. Une ligne droite, une ligne courbée. Laquelle des deux arrive en première? Ça, c'est un plan incliné. Je te laisse répondre à ça. Si tu veux, tu peux regarder ma vidéo, tu peux répondre à la question ou même à base de mon explication. Donc, si je reviens à ma conservation d'énergie, qui est super utile en physique, qui s'applique tout le temps, il faut toujours penser en termes cinématiques et en termes énergie. Donc ici, je trouve que V est égal à la racine carrée de 2GH. Le même résultat en deux étapes. Ici, le même résultat en 5 étapes. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équations. Ici, on va dire, disons, une équation, 2 et 3. Donc, la conservation de l'énergie, super pratique en physique, très rapide, très élégante, on va pas se mentir, très propre. On voit toute la physique. Les équations de la cinématique aussi intéressantes. Il y a tout un sens physique, il y a tout un sens mécanique. Mais des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on a du t carré, des fois, on doit résoudre des équations du second degré. C'est pas très intéressant, pas très fameux. Tandis que conservation de l'énergie, équation d'état, assez simple à utiliser, piste. Donc, je me suis permis de faire une vidéo en physique parce que, voilà, je passe en master 2 en ingénieur physicien. Cette année, je vais commencer à faire beaucoup de vidéos en chimie, en informatique, et j'aurai peut-être un ami qui va faire des vidéos en biologie et aussi peut-être en chimie. Donc cette année, il n'y aura pas que des maths, il y aura un peu de tout, de la physique universitaire et primaire, non, universitaire et secondaire, de la chimie universitaire et secondaire, de l'informatique universitaire et également secondaire. C'était tout pour cette vidéo. On se tient au courant durant le courant de l'année. Je vais essayer de me donner à fond cette année encore plus que l'année précédente. C'était Dibril. Salut!